Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Dans la dernière vidéo, j'ai énuméré une foule de cas où les taxes payées par les Québécois avaient été massivement détournées vers le Canada anglais pour construire des infrastructures dont les Québécois n'avaient pas besoin. Pour montrer que je suis loin d'avoir épuisé la liste, on est loin du compte, dans la présente vidéo, je vais en rajouter de façon à ce que tout le monde comprenne l'importance des détournements réalisés. Avant d'aller plus loin, je veux faire deux remarques préliminaires. La première s'adresse aux membres des groupes ethniques du Québec à qui on a fait croire que c'était leur intérêt de s'opposer à la souveraineté du Québec. Je vais commencer par saluer la grandeur des 10% d'immigrants qui ont décidé de se joindre à nous et qui ont mis leurs actions en accord avec leur discours anticolonialiste. Je vais surtout saluer leur intelligence, étant donné qu'ils ont compris que le système de détournement dont on se plaint agissait sur une base territoriale et non pas ethnique. C'est tout le Québec, immigrants compris, qui est appauvri par le système fédéral actuel. C'est tout le Québec, immigrants compris, qui est devenu la 9e province la plus pauvre du Canada. En fait, c'est devenu la plus pauvre, étant donné que l'île du Prince-Édouard est 56 fois moins peuplée que le Québec. 56. C'est l'intérêt de tous les Québécois, immigrants compris, de devenir riches, de devenir suffisamment puissants pour qu'on puisse défendre nos intérêts communs avec efficacité. Autrement dit, la souveraineté du Québec, c'est dans l'intérêt économique de l'écrasante majorité de la population du Québec. La deuxième remarque concerne la supposée méchanceté des Canadiens anglais. J'y crois pas. Bien sûr, il y a des bandits, des assassins, des fraudeurs. Et il est indéniable que nos conquérants de 1760 ont conspiré pour appauvrir les Québécois, un peuple qui était composé d'ennemis qui venaient juste de vaincre. Ils ont donc mis en place un vaste système de détournement de richesses qui a ensuite continué de fonctionner de façon autonome, par inertie, au point que la plupart de ces bénéficiaires modernes, les Canadiens anglais, ignorent jusqu'à son existence. Tout ça pour dire que la vaste majorité des Canadiens anglais, c'est du bon monde, ils ne font absolument pas partie d'un complot contre le Québec. Il n'y a pas de complot, mais il y a une communauté d'intérêt. C'est-à-dire qu'au Canada anglais, tout le monde comprend, sans que ce soit nécessaire de l'expliquer, que c'est mieux que le Québec paie, que le Canada anglais profite. Depuis un quart de millénaire, c'est des dizaines de millions de petites décisions nuisibles, plus ou moins conscientes, qui ont été prises contre le Québec. C'est encore pire depuis la Révolution tranquille, étant donné que le mouvement souverainiste québécois agace au plus haut point les décideurs du Canada anglais. Comme il n'y a pas de discrimination et de racisme qui sont permis dans la société québécoise, et ça c'est tant au niveau des lois qu'au niveau de la culture, la seule façon pour eux d'atteindre les séparatistes, c'est de taper sur tout le Québec, immigrants compris. Les politiciens d'Ottawa appellent ça leur plan B. Bon, maintenant si on revient au système de détournement de richesse. Les experts divisent les économies modernes en trois secteurs. Le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Le secteur primaire, c'est la partie de l'économie qui est liée au sol. Il est absolument impossible de déménager hors du Québec les terres agricoles, les forêts, les mines, les pêcheries ou les barrages hydroélectriques. Bien sûr, si on ne peut pas déménager les ressources naturelles à l'extérieur du Québec, on peut toujours se les faire donner quand ses amis arrivent au pouvoir. C'est exactement ce qui est arrivé avec le pétrole d'Anticosti, où les droits miniers ont été concédés à 10 cents l'hectare, c'est-à-dire des milliers de fois moins cher que ce qui se paie dans un pays comme l'Alberta. On parle ici de sommes colossales, étant donné que Petrolia évalue la valeur du gisement d'Anticosti à 3 000 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent de 375 000 dollars par Québécois. PD compris. J'invente rien ici. Vous pouvez tout vérifier avec la bibliographie que je fournis à la fin de la vidéo et dont toutes les données proviennent des sources les plus officielles. Maintenant, si on parle du secteur économique, du secteur secondaire de l'économie. Le secteur secondaire, c'est là où des usines transforment les matières premières en produits finis. Ici encore, les détournements ont été majeurs au détriment du Québec. On a déjà parlé du déménagement de l'usine de Boisbriand de GM, qui a été déménagé en Ontario, se situe désormais la totalité de la part québécoise de la production automobile canadienne. À ce moment-là, on a perdu beaucoup de gros salaires, mais on a surtout perdu un pôle de développement qui générait une activité économique importante dans la région de Sainte-Thérèse. Au Québec, beaucoup d'entreprises ont de la difficulté à se développer à cause des décisions nuisibles qui sont prises dans le Canada anglais. J'habitais au Brésil quand Air Canada, la plus grande compagnie aérienne canadienne, a décidé d'acheter la moitié de ses avions chez Embraer, le concurrent brésilien de Bombardier qui produit à peu près le même genre d'avion. Les Brésiliens étaient tellement surpris de faire une telle percée dans la patrie de Bombardier qu'ils fêtaient encore 4 ans plus tard quand j'ai quitté le pays. Le même genre de décision catastrophique a été prise en 2012 quand le gouvernement fédéral a décidé d'octroyer des contrats maritimes d'une valeur de 33 milliards de dollars à deux entreprises d'Halifax et de Vancouver sans rien donner au Québec.
À ce moment-là, les Québécois ont perdu l'équivalent de 1 000 $ de contrat par Québécois, sans parler de l'effet levier que ces dépenses auraient eu sur certaines régions éloignées du Québec. Maintenant, si on parle du secteur tertiaire de l'économie. Le secteur tertiaire de l'économie, c'est celui où il se produit peu de matière physique. On sert beaucoup de matière grise, on fait de la gestion, de l'administration de l'économie. Ils sont situés dans les tours à bureaux des centres-villes, normalement. Au Canada, les services financiers ont été depuis très longtemps déménagés à Toronto. Le meilleur exemple, c'est la Bourse de Montréal qui a été déménagée à Toronto sans raison valable. On montre ici sur la carte les pays d'Europe qui possèdent une bourse, même s'ils possèdent une population et un produit intérieur brut inférieur à celui du Québec. C'est encore pire si on ajoute tous les pays qui ont soit un produit intérieur brut, soit une population inférieure au Québec. En fait, tous les pays souverains qui ont une population supérieure au Québec ont une bourse des valeurs sur leur territoire parce que c'est payant d'avoir une telle institution. On pourrait continuer avec les services bancaires qui, au Canada, ont été délocalisés à Toronto depuis plusieurs décennies. Le cas le plus flagrant, c'est celui de la Banque de Montréal, une des 5 plus grandes banques canadiennes dont le siège social est, comme son nom l'indique, à Montréal. On le voit sur la photo ici. Cependant, vous noterez qu'à gauche, il y a une tour à bureau qui est pas mal plus haute que le siège social de la Banque de Montréal. C'est la même chose avec le complexe des Jardins, qui abrite le mouvement des Jardins, qui emploie beaucoup de Québécois, qui paie de gros salaires et qui génère beaucoup d'impôts pour le Québec. Le siège social de la Banque de Montréal à Montréal est d'autant plus petit quand on le compare avec son centre des opérations qui est situé à Toronto et qui occupe la plus haute tour de tout le Canada, la First Canadian Place. Le déclin économique de Montréal a été prédit dès 1980 par la grande urbaniste américaine purement anglophone, Jane Jacobs, qui écrivait que si le Québec ne devenait pas indépendant, Montréal deviendrait une ville pauvre, satellite de Toronto. C'est exactement ce qui est arrivé. Quant au gouvernement fédéral, il a peu fait pour enrayer ce déclin, étant donné qu'il a toujours investi beaucoup moins dans les infrastructures au Québec que dans le reste du Canada. Une des raisons, c'est que les basses terres du Saint-Laurent sont, comme on l'a dit, basses, plates, allongées, et que les distances à équiper sont bien moindres que dans le reste du Canada. Le fait que le Québec soit situé au centre de l'Ontario et des Maritimes et qu'il soit dominé par le Canada a permis à ce dernier d'inverser le principe de l'utilisateur payeur. C'est-à-dire que quand tout le monde utilise les infrastructures québécoises qui ont été payées en totalité par les Québécois, c'est gratuit. Alors qu'on oblige les Québécois à dépenser une grande partie de leur taxe fédérale pour équiper une foule de provinces où ils ne vont jamais. Meilleur exemple, c'est la Transcanadienne au Québec, qui est réparée, nettoyée, déneigée, polissée aux frais des Québécois, alors que nos voisins l'utilisent pour s'échanger par camion des milliards de dollars en biens. Les gens vont dire, ça ne coûte rien de laisser nos voisins commercer librement à travers le territoire québécois. Non, non, ça coûte très cher, étant donné que les spécialistes évaluent que quand on double le poids d'un véhicule, on multiplie par 16 le dommage causé à la route. Ça veut dire qu'un camion de 32 tonnes détruit autant notre transcanadienne que de 20 à 60 000 voitures de 2 tonnes. C'est encore pire au printemps, au moment du gel-dégel, parce que c'est là que les camions détruisent nos routes. Des routes qui, quand elles auront été détruites, devront être réparées à nos frais. Il n'y a pas juste les distances qui sont beaucoup plus grandes au Canada anglais, il y a également la complexité des infrastructures nécessaires. Un bon exemple, c'est les fameux ponts qui enjambent la voie maritime au Québec. On l'a dit, si le pont Champlain le nouveau pont Champlain va coûter si cher, c'est parce qu'il est complexe et haut, parce qu'il y a des bateaux qui passent en dessous. Or, il va coûter 5 milliards de dollars, ce qui veut dire que ça va coûter de 1 000 à 1 200 dollars par travailleur pour le remplacer. Comme il y a 8 ponts au Québec, on peut tout de suite calculer que ça va coûter de 8 000 à 10 000 dollars par travailleur québécois pour les remplacer, alors qu'une grande partie de ces coûts devrait être payée par les bateaux qui passent en dessous. Un autre exemple d'infrastructure complexe qui a été construite au Québec à nos frais au bénéfice de l'Ontario, c'est la fameuse voie maritime. La voie maritime qui ne rapporte rien. Ça vaut la peine à ce moment-là de comparer notre situation avec celle du Panama, un petit pays indépendant de 3,5 millions d'habitants. En 2009, il y a 300 millions de tonnes métriques qui ont transité par le canal de Panama, ce qui a rapporté 2 milliards de dollars à son gouvernement, ou si on veut, 6,7 dollars par tonne métrique. Si on appliquait ce barème-là à la voie maritime, on découvrirait que depuis 1959, le Québec a perdu 15 milliards de dollars de redevances juste pour la voie maritime. Parce qu'il y a eu 2,3 milliards de tonnes métriques qui ont transité par la voie maritime depuis ce temps-là. Et ces milliards de dollars-là vont continuer à être perdus jusqu'à ce qu'on devienne souverain. Il y a beaucoup d'autres infrastructures complexes que le Québec est obligé de financer dans le reste du Canada. Par exemple, le canal Welland en Ontario.
C'est peu connu, mais il y a eu 4 canals Welland différents qui ont été construits. Et il y en a un 5e dans les plans. On pourrait aussi parler du fameux pont de bois Rochefort en Alberta, qui est le 2e plus grand pont de bois du monde et qui a besoin d'entretien. Ou même des tunnels en spirale qui ont été construits au niveau de la passe de Big Hill aux Rocheuses. Il s'agit d'immenses tunnels qui ont été excavés à même le roc pour permettre de réduire la pente que doivent suivre les trains quand ils descendent la montagne. Une autre infrastructure complexe du Canada anglais, c'est les fameux pipelines. Là, c'est très intéressant de calculer les redevances, les droits de traversée qu'un Québec souverain pourrait demander pour le pétrole qui passe par le pipeline Sarnia-Montréal. Dans ce domaine-là, les choses évoluent très vite parce qu'il y a quelques années, ça coûtait seulement quelques sous par baril pour traverser un territoire. Aujourd'hui, c'est plusieurs dollars. Par exemple, le Sud-Soudan va devoir payer 9 $ par baril pour traverser le territoire du Soudan. Le petit pays, la Géorgie, qui est un pays indépendant de 4,6 millions d'habitants, lui charge seulement 3 $ par baril pour utiliser son pipeline Bakou-Soubsa. Si on appliquait ce barème-là au pipeline Sarnia-Montréal, ça rapporterait chaque année 263 millions de dollars au gouvernement québécois. Et ça monterait à 350 millions de dollars s'ils augmentaient, comme c'est prévu, le débit à 300 000 barils par jour. Signalons que tout ce pétrole va finir par être exporté du Québec, qui va assez bientôt devenir autosuffisant en pétrole. Le Québec va être obligé d'exploiter son pétrole, notamment dans le gisement de Old Harry dans les Golfe, parce que s'il ne le fait pas, Terre-Neuve le fera. Bon, on peut maintenant revenir à la liste des détournements qui ont favorisé systématiquement le reste du Canada par rapport au Québec. Le gouvernement fédéral lui-même admet que seulement 4 des grands ports canadiens sur 22 ont été construits au Québec, c'est-à-dire 18% de l'ensemble, alors que le Québec représente 23% de la population canadienne. Dans le cas des grands aéroports du Canada, seulement 2 sur 21 ont été construits au Québec, c'est-à-dire moins de 10%. On peut aussi parler de la piste cyclable Trans-Canada Trail. On voit ici sur la carte que le trajet choisi pour traverser le Québec est remarquablement court et économique pour le gouvernement fédéral. C'est la même chose dans le cas des parcs fédéraux, étant donné que le Québec n'a reçu que 3 parcs fédéraux sur 44 pour un total de 7%. Quant à la surface protégée par ces parcs fédéraux, là c'est vraiment catastrophique, étant donné que le Québec ne possède que 1/3 de 1% de la surface protégée au Canada par les parcs nationaux du Canada. Tous ces détournements-là, on l'a assez dit, ça a servi à développer l'axe ouest du Canada anglais. Ce qui est beaucoup plus troublant, c'est ce qui s'est passé lorsqu'il était question de développer les axes nord-sud du Canada. Tout le monde le sait, le Québec a toujours été obligé de payer la totalité des dépenses d'infrastructure pour développer son Grand Nord, exactement comme un pays indépendant. C'est parce que Duplessis vendait notre fer à une scène la tonne que le chemin de fer de Shefferville a pu être construit. Hydro-Québec a construit toutes les infrastructures permettant d'atteindre ces barrages du Grand Nord et le plan Nord du gouvernement Charest prévoyait que ce serait le Québec qui paierait les infrastructures nécessaires. Or, dans le reste du Canada, grande partie des développements du Grand Nord ont été payés par des taxes venant du Québec. On a parlé de la garantie bancaire que le fédéral a donnée à Terre-Neuve pour sa ligne hydroélectrique des Basses Churchill. Or, le Québec est 16 fois plus peuplé que Terre-Neuve. Il devrait donc s'attendre normalement à recevoir une garantie bancaire 16 fois plus importante. Ça n'arrivera bien sûr pas. Le même genre de choses pourrait être dit du développement des 3 vastes territoires qui sont situés au nord des provinces de l'ouest du Canada. Des territoires dont les budgets internes proviennent du gouvernement fédéral à hauteur de 72% pour le Yukon et les territoires du nord-ouest et de plus de 80% pour le Nunavut. Oui, c'est vrai, c'est l'armée américaine qui a construit la route de l'Alaska en 1942, mais sa portion canadienne a ensuite été transférée au gouvernement fédéral qui s'est servi de cet axe-là pour construire tout un réseau de routes dans le nord du Canada avec un financement qui provenait à au moins 19% du Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sommes versées par le fédéral aux 3 gouvernements des territoires du Nord ne proviennent absolument pas du programme de péréquation canadien, mais directement de nos taxes. Ça veut donc dire que le Québec aussi paie de la péréquation aux territoires situés au nord du Canada. Dans la prochaine vidéo, je vais revenir sur le fameux sujet de la péréquation et je vais ajouter plusieurs autres cas où il y a eu des détournements faits au détriment du Québec. Comme d'habitude, je vais distribuer cette vidéo librement autour de vous. Je vous en remercie à l'avance et je vous salue.